Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour cet épisode 75. Bonjour à toi, chère auditrice, chers auditeurs. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Parler Cuisine, le podcast qui vous en met plein la bouche par les oreilles. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve avec notre grand expert culinaire, Guy. Bonjour, Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors, l'hiver touche à sa fin tout doucement. Le temps se réchauffe un petit peu, mais on a encore des vagues de froid en Europe, donc on n'est pas tout à fait dedans. Et tu voulais justement en profiter pour nous parler d'une recette de fin d'hiver. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un potage à l'oignon, mais qu'il ne faut pas confondre avec la soupe à l'oignon traditionnelle. Donc, c'est donc un potage puré. Un potage puré. Quelle est la différence entre un potage et une soupe Ben tout ça, c'est un petit peu une question de vocabulaire. On pourrait très bien appeler potage tout ce qui se boit sous forme d'éléments chauds, sous forme d'éléments froids, et qui contient essentiellement un liquide et des éléments. Je dirais souvent ce sont des légumes, mais pas que. Par exemple, on peut classer dans les potages tout ce qui est bisque et soupe de poisson. Là, Oui. évidemment, il y a à la fois des légumes et il y a également des protéines, de la viande ou des crustacés. Alors, il y a tout ce qui est également les bouillons. Les bouillons quand on cuit de la viande de bœuf, éventuellement de la volaille. Avec des légumes, on met souvent des vermicelles et puis après on utilise la viande en bonne partie pour un plat principal et souvent ce qui reste sur la carcasse, eh bien on le nettoie, on le coupe en menus morceaux et on le met en garniture dans le potage. Donc là, ce sont les bouillons. Alors on a les consommés qui sont des potages clairs. Ce sont des potages qui sont élaborés à partir de bouillons filtrés ou de fonds, comme les appellent les professionnels, qu'on a clarifiés en les enrichissant avec de la viande, que ce soit de la viande de volaille, que ce soit de la viande de bœuf, que ce soit éventuellement de la chair de poisson. Et puis, selon toute une série d'appellations, il y en a des dizaines, on ajoute des légumes ou d'autres éléments de garniture. Ça, ce sont les potages clairs. Alors, il y a les potages taillés. Alors, les plus connus, je dirais peut-être même le plus connu mondialement, c'est le minestrone, qui est un potage taillé. C'est donc un potage dans lequel on va ajouter des éléments coupés menus dans le liquide, mais on ne le passe pas. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle les crèmes, les veloutés, les potages purés. Là, ce sont des potages qui sont passés. Dans le cas d'un potage puré, je dirais ordinaire, l'élément épaississant, c'est la pomme de terre. Et puis, vous avez les crèmes et les veloutés, où là, l'élément épaississant, c'est un roux blanc. Différence entre une crème et un velouté, c'est que le velouté a un mouillement qui est réalisé à partir d'un fond de volaille, éventuellement un fond de gibier, un fond brun dans certains cas éventuellement. Et les crèmes, en principe, le mouillement est un mouillement à base de lait. Et alors ici, nous sommes dans un potage puré, et j'ai nommé le potage lyonnais. Alors si vous allez voir sur Internet, vous trouverez, j'étais un petit peu étonné d'ailleurs de trouver à la définition de potage lyonnais des potages avec de la citrouille ou de la courge. Ah. Il y a plusieurs sites, oui, tout à fait. Alors que quand j'étais moi-même à l'école et quand je donnais cours, le potage lyonnais, c'est un des premiers potages purés qu'on voit lorsqu'on débute ses études d'hôtellerie, parce qu'il n'y a que deux grands éléments qui le constituent. Il y a de l'oignon et il y a de la pomme de terre, en fait. Bien sûr, il y a un mouillement, on est d'accord. Et comme il n'y a que ces deux éléments, moi j'ai toujours considéré que le potage lyonnais, sa bonne définition, c'est un potage à l'oignon, dans ce cas-ci, qui pouvait être passé, qui pouvait être mixé. Est-ce qu'il y aurait une différence d'appellation entre la Belgique et la France ? C'était la question que je me suis posée en réalité. Alors j'ai regardé bien sûr dans mes bibles et entre autres dans le Gringoire et Saulnier, et je n'ai pas relevé comme ça en cherchant de potage lyonnais. Alors est-ce que il faut savoir qu'il y a toute une série d'appellations dites lyonnaises qui font appel à l'oignon, du style des potées, donc des cuissons de pommes de terre et d'oignons en garniture de certaines viandes. On associe donc les deux éléments, donc la pomme de terre et oignon, et pour moi ça coulait de source qu'un potage lyonnais est automatiquement à base d'oignons. Donc nous dirons ici que c'est un potage lyonnais aux oignons, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Pourquoi ? Quel est le lien avec Lyon et les oignons ? Je suppose, mais bon, ça c'est vraiment anecdotique, parce que j'ai cherché pour trouver de manière écrite une explication. Je suppose que dans la vallée du Rhône, qu'il y avait de la culture d'oignons. Entre autres, il y a l'oignon doux des Cévennes, qui ne sont quand même pas loin, là, les oignons doux des Cévennes, qui relèvent d'une appellation protégée en France.
Est-ce que de ce fait-là, bon, ben voilà, il y avait une association entre la ville de Lyon et l'oignon? Bon, je n'en sais rien. Je n'ai pas en tout cas actuellement trouvé de preuves évidentes, hein. Quelquefois, ça a l'air d'être le cas, mais bon, je prends un autre exemple. Un potage parisien, c'est un potage au poireau. Je ne pense pas qu'il y ait une relation évidente entre le poireau et la ville de Paris. Pour prendre cet exemple-là, on aurait plutôt pu trouver logique de faire un potage aux champignons et de l'appeler à ce moment-là parisien, puisqu'il y avait le champignon Bah de oui. Paris. Hein. Alors, dans le cas du potage, par exemple, Brabançon, et du potage bruxellois, bon, ben, il y en a pour l'un, c'est le chou de Bruxelles, pour l'autre, ce sont les chicons. Ça paraît logique. Le potage Argenteuil, ce sont des asperges, même si on ne cultive plus d'asperges à Argenteuil en principe. Donc, il y a quelquefois une relation assez directe, et puis quelquefois, il n'y en a pas. Hein, le potage Crécy, bon, c'est aux carottes. Pourquoi? Parce qu'on dit que la bataille de Crécy qui s'est faite, qui a eu lieu entre les Anglais et les Français, aurait lieu dans un champ de carottes. Ça, c'est la petite explication. Maintenant, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. À quelle époque? Ah, ça, c'est au Moyen-Âge, pendant la guerre de Cent Ans, ça, la bataille de Crécy, si je me rappelle bien. À une époque où les carottes n'étaient même pas oranges. À l'époque où les carottes n'étaient pas oranges, hein, ça, c'était évident. Elles étaient plutôt blanc, jaunâtre ou jaunâtre. Elles étaient aussi très, très filandreuses, très ligneuses. Donc, enfin bon, quelquefois, l'anecdote ou la légende a bien arrangé les appellations culinaires. Hein, il faut pas non plus s'y tromper. Alors, vous allez me dire, oui, bon, l'oignon finalement, est-ce que c'est un légume d'hiver, un légume de printemps, un légume d'automne? Si je pose la question comme ça, J'en trouve toute l'année au supermarché. ben voilà. D'abord, on en trouve toute l'année au supermarché, ça c'est une première chose. Hein. Il faut dire que maintenant, on est quand même pas mal déphasé puisqu'on trouve de tout en toute saison. Hein. Au Nouvel An, on trouve des cerises qui viennent du Chili, on trouve des prunes actuellement qui viennent d'Afrique du Sud. Mais ils On sont pas le trouve même prix. évidemment. Elles ne sont pas au même prix, quoique, bon, elles ne sont pas toujours beaucoup plus chères que les fruits quand on les a de saison sur notre continent. Hein. Attention. Mais non, parce que je regarde, je vois les prix des oignons au kilo, les oignons bio. Là, j'en ai acheté récemment. Mhm. J'ai payé pas loin de 4 € pour un kilo d'oignons. Oui, mais ils étaient bio aussi. Oui. Hein. Attention, les légumes bio sont toujours un petit peu plus chers. Mais alors qu'en saison, ils te les jettent à la figure à moins d'1 € le kilo. Oui, maintenant, il faut se dire une chose. Si on va prendre le cas de l'oignon, d'abord, l'oignon, il y en a plusieurs variétés. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle les jeunes oignons. Alors, les jeunes oignons, qu'on appelle également les oignons bottes, les oignons tiges, les oignons de Lisbonne, il y a une petite différence. Si on appelle l'oignon tige la cive en français, c'est plutôt l'oignon de Lisbonne qui reste toujours, je dirais, rectiligne entre la partie blanche et la partie verte. Comme Il n'y a des pas mini-poireaux. d'épaississement. Comme des mini-poireaux, voilà. Tout en étant des oignons. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les vrais jeunes oignons. Ce sont ceux qui commencent à présenter un petit bulbe, hein, si on les laisse en terre, et qui va devenir de plus en plus gros. Donc, ce sont des oignons qui sont récoltés plus jeunes, ou ce sont éventuellement des oignons grelots qui sont récoltés au stade où ils sont encore verts extérieurement. Et puis, l'oignon, évidemment, il va pousser au printemps, c'est en tout cas sa saison normale, même si maintenant on en trouve qui proviennent de semis réalisés dans des serres chauffées. Et l'oignon jeune, l'oignon tige comme ça, avant on ne le trouvait qu'au printemps. On ne trouvait pas d'oignon jeune en plein hiver, on n'en trouvait pas en automne. Hein, c'était le même pour les radis. Je me rappelle qu'il y a 50 ans, mon père attendait le printemps parce qu'il aimait manger au goûter des oignons jeunes et des radis, soit à la croque au sel, soit avec du fromage blanc, donc la fameuse tartine bruxelloise. Oui, une tartine Mais de ça, pâte à caisse, oui. voilà, on ne pouvait le faire qu'au printemps. On ne pouvait pas le faire, je dirais, à l'automne parce que on ne récoltait plus de jeunes oignons et les radis, on n'en récoltait plus, c'était passé. Alors, l'oignon, revenons maintenant il y a très longtemps. L'oignon était un légume de conservation et c'était un légume d'hiver. Pourquoi? On le récoltait évidemment à la bonne saison. On ne récoltait pas l'oignon en plein hiver. Hein. C'est On quoi la bonne récoltait à la saison? bonne. Non, la bonne saison, c'était à la fin de l'été. Hein. Voilà. En septembre, Voilà, ça, octobre? par là. Bon, on récoltait de l'oignon comme ça. On peut déjà le récolter à partir du mois d'août, mais enfin, à ce moment-là, il était encore vert. Hein, il commençait à germer et on récolte toujours l'oignon en champ avant qu'il ne commence à germer, à faire ses graines. Pourquoi? Parce que toute la puissance de l'oignon, elle est dans le bulbe. Et au moment où l'oignon va commencer à fleurir, la puissance du bulbe et l'intérieur du bulbe, je dirais, va aller vers la fleur, puisque le but, c'est qu'il se reproduise. Il va pas grossir avec ça. Il ne grossit plus, au contraire, il va s'amoindrir. Donc, on récolte toujours les oignons avant qu'ils commencent à entrer en fleur. Hein, ça, c'est l'idéal. Alors, on les laissait un petit peu sur champ. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'oignon se fane, hein, que la partie supérieure de l'oignon, la partie de tige, se fane.
Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, on allait pouvoir tresser les oignons et en faire des grandes grappes. Comme on fait encore avec l'ail aujourd'hui. Et on le fait encore avec l'ail, on le fait encore avec des échalotes, et on le fait encore également avec l'oignon. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? On allait conserver cet oignon, généralement c'était dans des endroits aérés, des endroits ventilés, mais l'oignon on le mettait sécher. Mais l'oignon ne séchait pas, ce qui séchait c'était donc les parties supérieures. Alors pour éviter que pendant l'hiver, des parasites ne viennent les envahir ou que des rongeurs, des rats, des souris ou des loirs ou je ne sais quoi ne viennent les manger, on les fumait. Et c'est comme ça qu'on trouve encore de l'ail fumé, qu'on trouve encore des échalotes fumées sur les marchés artisanaux et qu'on trouve encore des oignons fumés. Donc on mettait... Je tiens à préciser pour les jeunes qui nous écoutent, fumer, c'est-à-dire passer dans la fumée, hein, c'est pas les mettre dans du papier roulé. Non, tout à fait, voilà. Voilà. Donc on trouvait donc encore, et on en trouve encore, mais beaucoup moins maintenant évidemment qu'avant, des oignons, des échalotes et des tresses d'ail fumées, parce que la fumaison des oignons, des oignons, des échalotes, permettait de les conserver. Ça évitait que la vermine aille dedans. L'odeur de la fumée chasse la vermine, ils n'aiment pas ça. Elle chasse la vermine et elle tuait aussi la vermine, parce que s'il y avait de la vermine qui était déjà sur les oignons au moment où on faisait les tresses et qu'on les fumait, le fait de mettre au fumoir et de soumettre à une chaleur légère et à de la fumée donc les légumes, tuait la vermine qui se trouvait dedans. Et ça donnait un goût, mais uniquement la partie extérieure. Quand on pèle l'oignon, on enlève 2, 3, parfois 4 gaines de feuilles qui ont séché. Donc les gaines, ce sont les enveloppes extérieures qui au départ sont fraîches, mais qui finissent par sécher. Et alors on les enlève évidemment quand on épluche l'oignon ou l'échalote, et on ne se sert que de la partie qui reste fraîche, qui reste blanche ou qui reste rosée, ça dépend un petit peu de la couleur. Et alors, c'était donc un légume d'hiver. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, eh bien, on consommait successivement les légumes qu'on pouvait encore récolter dans les jardins. Je vais prendre le cas, on trouve encore des poireaux en hiver parce qu'on les a gardés au champ. On trouve encore des choux, les choux de Bruxelles entre autres, qui ont besoin d'une petite gelée pour être agréables à consommer. Les gros choux, certains légumes racines comme les céleris raves. Tout ça, on les trouvait encore au champ. On trouvait encore également des carottes, mais qui, elles, n'étaient pas au champ, qui étaient mises en jachée, c'est-à-dire c'était des trous qu'on faisait dans le sol. Après récolte des carottes, on coupait les parties aériennes, les feuilles. On rangeait les carottes les unes contre les autres en les séparant légèrement avec un petit peu de sable tamisé. Et les carottes pouvaient comme ça être récoltées pendant tout l'hiver parce qu'elles étaient protégées du froid. On les couvrait avec de la paille, on les récoltait. Et alors, il y avait également, et ça ce n'était quand même que depuis à peu près un siècle et demi, ce sont les fameux chicons qu'on conservait dans des caves et qu'on faisait blanchir. Mais quand on avait consommé tous ces légumes-là et qu'on arrivait, je dirais, à la fin de l'hiver et qu'on n'avait pas encore pu récolter les choses du printemps, puisqu'on sème seulement en mars et en avril, qu'est-ce qui restait? Il restait l'oignon. Donc l'oignon était véritablement un légume de fin d'hiver. C'était aussi un légume de provision. Rappelons-nous, à une époque, il n'y avait pas de légumes surgelés, de congélateurs, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de chambre froide industrielle pour conserver les légumes. Actuellement, on a des carottes comme si on venait de les cueillir et pourtant, elles datent de la récolte passée. C'est ça qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'à une époque, il n'y avait pas de moyens tels que nous les connaissons maintenant pour conserver des produits. Donc l'oignon, lui, qui était mis à sécher dans une grange ou dans un grenier, on allait chercher les tresses d'oignons qu'on avait mis l'année précédente et on pouvait l'utiliser. Et je dirais même que l'oignon, c'est le légume qu'on devrait toujours avoir chez soi parce qu'il permet de tirer son plan, de faire quelque chose. Vous voulez faire un steak haché. Tirer son plan en belge, ça veut dire se débrouiller. Ça veut dire se débrouiller. Oui. En toutes circonstances. Tirer son plan, c'est tirer son aiguille, son épingle du jeu, voilà. Donc, ça veut dire qu'on pouvait en toutes circonstances faire quelque chose avec de l'oignon, du potage. On peut même en faire donc une potée. On peut en faire éventuellement un légume d'accompagnement. Si vous faites un jour un steak à cheval, eh bien, vous prenez votre viande hachée, vous la cuisez, vous émincez de l'oignon, vous le faites revenir dans la matière grasse de cuisson de la viande, vous le faites bien brunir, vous l'ajoutez sur la viande, puis après dans la même poêle, vous cassez un œuf sur le plat que vous faites cuire, vous l'ajoutez sur votre lit d'oignon qui lui-même surmonte la viande, vous servez ça avec quelques belles frites et vous avez un plat, je dirais, succulent. Voilà. Alors, comment fait-on un potage lyonnais et de quoi avons-nous besoin? Alors, quelles sont les proportions typiques d'un potage? C'est une excellente question. Alors, imaginons que vous désiriez faire du potage pour 4 avec une repasse bien servie, c'est-à-dire où tout le monde reprend du potage, évidemment.
Vous avez besoin au niveau du mouillement d'1,5 litre de liquide. Ça peut être de C'est l'eau, beaucoup ça, non? Ah, c'est beaucoup, mais bon, Bon, quand pour vous potage, allez ça. oui, vous allez moi je considère qu'il faut, l'équivalent d'1,5 litre de potage par personne et alors vous en avez un petit peu pour le lendemain, comme on dit, hein. Ah oui, Donc OK. on va dire que c'est 4 personnes bien servies et qu'il vous en reste un petit peu quand Bonne même, hein. marmite de soupe, quoi. Allez, non pas une trop grosse, mais enfin il vous en Ouais. reste. Et alors la bonne proportion, c'est de dire que si on met 1,5 litre de liquide en mouillement, il vous faut approximativement la moitié en éléments solides, hein. Donc dans ce cas-ci, on va considérer, hein, vous allez avoir un petit peu une idée, 500 grammes d'oignons, je parle en poids net bien entendu, 350 grammes de pommes de terre environ, 1,5 litre de fond ou d'eau, hein, 50 grammes de beurre, du sel et du poivre, et puis je vous dirai après ce qu'on va utiliser pour garnir tout ça. Alors, comme je parle en poids net, évidemment, ben, vous avez des oignons qui ont été épluchés, qui ont été lavés, vous avez des pommes de terre qui ont été épluchées, on enlève correctement les yeux et les parties vertes des pommes de terre s'il y en a, Une préférence on pour les lave. la variété de pommes de terre? La pomme de terre, dans ce cas-ci, comme elle va servir à donner de l'épaisseur au potage, on prend une variété farineuse de préférence. Comme celle qu'on utilise pour les frites. Pour les frites, une binge, ça va évidemment très très bien. Si on n'a pas une pomme de terre farineuse, on en prend une autre, bien entendu, mais il n'est pas nécessaire de mettre le prix pour des pommes de terre extrêmement chères, du style grenaille et compagnie, ça ne sert à Ça me rien. fait penser à une question que je me Oui. suis toujours posée, qu'un jour, quand je fais des frites et qu'il en reste toujours un petit peu dans le plat, est-ce que je pourrais justement les congeler puis les ressortir pour mettre dans le potage? Ah, ça peut se faire, ça dépend. Si elles ont une seule cuisson, oui, quand elles en ont deux, c'est quand même moins indiqué, hein. Mais si vous avez des frites qui ont été cuites une seule fois, elles peuvent très bien aller dans un potage après. OK. Et alors, ce qu'on oublie un petit peu, c'est que on peut mettre aussi un autre élément pour lier un potage, c'est du pain. Ah oui. À condition, c'est de bien l'écrouter. Alors, si ce sont des pains du style petit pain, baguette, etc., avec une croûte très claire, hein, dorée mais claire, il n'y a pas de problème, on peut laisser la croûte. Maintenant, quand on a affaire à des pains avec des croûtes spéciales, avec des graines, etc., ou des croûtes extrêmement foncées, comme les anciens pains de ménage, là, il faut écrouter, sinon on a un mauvais goût dans le potage. De quoi, du pain blanc, du pain gris? Du pain blanc, alors de préférence du pain qui est un peu rassis, hein, généralement c'est le pain qu'on n'a pas utilisé dans de bonnes conditions, mais il faut savoir également qu'un potage qui est réalisé au pain a une fâcheuse tendance à tourner plus vite, hein, OK. donc il ne faut pas espérer le garder pendant 3-4 jours, c'est un potage qui rancit très rapidement, À il faut le manger tout de consommer suite. le jour Voilà. même ou maximum le lendemain, voilà. Donc, je disais, nous avons besoin de 500 grammes d'oignons, 350 grammes de pommes de terre, 1,5 litre de mouillement à peu près. Vous pouvez mouiller un rien moins et puis on réajuste toujours après. Donc, 50 grammes de beurre, du sel et du poivre. Vous émincez vos oignons et vous émincez vos pommes de terre, mais vous ne les mélangez pas ensemble, hein. Alors, dans les 50 grammes de beurre, vous faites revenir dans votre casserole les oignons, avec ou sans coloration. Mais écoutez, en principe, c'est sans coloration particulière. Donc, vous les faites suer. Vous mettez donc le beurre, les oignons, vous faites fondre, vous mélangez, vous ajoutez un couvercle, et alors vous allez remuer une fois de temps en temps, et vous faites ça pendant 5 minutes. Ce que vous pouvez également faire à ce moment-là, c'est soustraire à peu près l'équivalent d'un 1/5 des oignons que vous utiliserez pour la garniture finale, donc partie qui ne sera pas passée. Au moment où vos oignons sont sués, vous ajoutez les pommes de terre et puis vous faites le mouillement. Alors, traditionnellement, le mouillement d'un potage puré se fait avec ce qu'on appelle un fond blanc. Alors, un fond blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un bouillon clair qu'on a réalisé à partir de légumes et d'os ou de viande blanche ou de viande de type viande de bœuf, mais sans coloration. Donc, vous avez l'équivalent d'un bouillon de volaille, mais qui serait fait avec du veau ou avec du bœuf. La ménagère ne fait plus ce genre de fond. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher, ça prend trop longtemps. Pensez bien, il fallait une cuisson de 6 à 8 heures pour faire un fond blanc correct. Il n'y a pas que ça à Euh, faire, hein? Il n'y a pas que ça à faire, ça coûte de l'énergie, hein, ça coûte donc de l'argent. Et puis, il faut quand même être disponible pendant tout ce temps-là près de son fourneau. Et je dirais même maintenant que les professionnels font de moins en moins des fonds à longue cuisson comme celle-là. Donc, on achète à ce moment-là ces fonds en pâte, ces fonds en poudre, mais il y a toujours le dépannage, c'est le fond de volaille en cube qui peut être utilisé. Alors, donc, on va mouiller, on va ajouter les cubes ou l'extrait qu'on choisit. Donc, c'est à peu Jamais un près... extrait brun, attention, pas un bouillon de bœuf brun. Donc, c'est du bouillon de cube de poule. C'est quoi? C'est Bouillon de un cube de cube poule, par voilà. demi-litre, c'est ça? C'est un cube par demi-litre, voilà. Et quand c'est du bouillon en pâte, je dirais de type industriel, on considère que c'est 22 grammes et demi, 22 grammes pour un litre de potage.
Alors, vous amenez à ébullition et puis vous diminuez le feu et vous laissez frémir. On ne cuit jamais un potage à grosse ébullition. Pourquoi? Parce qu'on n'y gagne rien. D'abord, ça coûte plus cher et ça n'amène rien de toute façon. Donc, on laisse frémir un potage cuisson à 95 degrés. Vous pouvez éventuellement mettre un bouquet garni. Hein. Si vous avez sous la main un petit peu de thym, un peu de laurier et quelques queues de persil, vous pouvez très bien les mettre. Vous nouez évidemment votre bouquet garni avec une ficelle. Et pour ne pas devoir le chercher avec difficulté après, il vous suffit tout simplement de lier la ficelle à une anse de votre casserole et vous le récupérez tout de suite. Hein. Oui. Une fois que le potage est cuit, et comment voit-on qu'un potage est cuit? Avec une écumoire ou avec une araignée, on prélève des légumes, on prend une pointe de couteau et on pique dans les pommes de terre, puisque dans ce cas-ci, ce seront les pommes de terre qui seront l'élément le plus dur à cuire. Si la lame passe facilement, le potage est cuit. Donc, petite remarque également, quand on met des pommes de terre dans un potage, plus fines on va les couper, plus de temps on va gagner, puisque Ça va cuire on peut vite. gagner du simple au double, ça peut cuire vite. Hein. Alors non seulement on gagne au niveau de l'argent, on gagne au niveau de l'évaporation et on gagne au niveau du temps. Donc tout est intéressant à ce niveau-là. Hein. On va dépenser moins d'énergie. On enlève donc le bouquet garni. On va pouvoir passer le potage. On passe le potage classiquement au mixeur, tout simplement. Hein. Et pourquoi pas au Jusqu'à ce qu'il soit moulinex? bien fin. Mais les anciens passe-potage manuels ne donnent pas un résultat aussi fin. Hein. On a Oui. toujours un résultat un tout petit peu grumeleux. Alors en France, on appelle ça une soupe moulinée parce qu'on sent un petit peu sous la dent, je dirais, des petits morceaux. C'est Bon. pas aussi fin, mais il paraît que le goût est différent. Oui, le goût est un petit peu différent et alors on les digère un petit peu plus longuement, je vais dire aussi. C'est un avantage parce que les potages qui sont très finement mixés, eh bien leurs éléments nutritifs passent très vite dans le sang. Et si on a mis beaucoup de pommes de terre et surtout si on a mis de la pomme de terre en flocons, ce qu'il ne faut jamais faire, mais enfin parfois on peut le faire, Oui. on a parfois un pic de glycémie qui peut intervenir parce que les flocons de pommes de terre sont aussi, je dirais, dangereux pour la glycémie que le glucose pur. Hein. L'index glycémique est de 100. Ah Donc on évitera, oui, tout à fait. Donc si on veut un potage qui digère longtemps, on peut le passer au moulin manuel. On le passe un peu plus gros, voilà, on le passe un peu plus gros donc à la moulinette mécanique, on va dire ça comme Ce ça. que plus personne fait parce qu'on a tous des passe-potages, des Des mixeurs. passe-potage électriques. Il faut reconnaître aussi que le résultat est quand même meilleur. Hein, c'est beaucoup plus suave en bouche quand on a un potage qui est bien passé. Hein. Donc voilà, notre potage est passé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va rectifier la consistance et l'assaisonnement. Alors qu'est-ce qu'on fait d'après vous, Marc? D'abord la consistance ou d'abord l'assaisonnement? Toujours la consistance, l'assaisonnement vient toujours en dernier. Bien sûr, pour quelle raison? Parce qu'on peut rectifier, on peut modifier comment dire, la consistance. Ben, si tu fais réduire, par exemple, tu vas augmenter la consistance, mais donc tu vas aussi augmenter la concentration de sel Oui. et d'épices. Maintenant, il faut dire en mélangeant une chose. si tu vas rajouter des choses pour la consistance, tu risques de modifier l'équilibre. Et on doit remodifier l'assaisonnement, Voilà. tout à fait. Maintenant, il faut se dire une chose. Hein. Et Par prudence, on mouille toujours un potage un tout petit peu moins que ce qui est prévu. Pourquoi? Parce qu'il est toujours beaucoup plus facile d'allonger un potage que de le réduire et de le relier. oui, ça c'est oui. Ça, c'est logique, ça. Hein. C'est comme les gens, les amateurs de cuisine se retrouvent avec des potages trop salés. Il est impossible de retirer du sel d'un potage. Mais on peut en rajouter. Donc faut jamais moi je sale jamais mes potages avant la fin. Alors la seule chose qu'on puisse faire quand on a un potage trop salé, à ma connaissance, c'est de cuire après dedans 2-3 pommes de terre qu'on va ensuite enlever. T'as déjà essayé ça? Je l'ai fait une fois. Ça marche à une condition, c'est qu'il n'y ait pas une grosse erreur. Hein. Je sais que des élèves avaient un jour salé un peu trop un potage, ils avaient eu la main légère. Bon, on a beau mettre des pommes de terre, quelquefois ça marche pas. Hein. Quand il y a eu une toute grosse erreur de salaison, on n'a qu'une chose à faire. Hein. Si c'est récupérable, c'est d'allonger son potage. Hein. Mais tu refais la même quantité sans sel du tout et tu mélanges les deux à la fin. Voilà, mais enfin, ça ce n'est que si on a salé 2 fois trop le potage. Oui. Mais quand ça va au-delà, je vais dire quand on a réellement il faut considérer que pour un potage mouillé à 15 à 17 litres de fond, non salé au départ, il faut 150 grammes de sel. Si maintenant on a un petit malin qui est allé avec le paquet de sel d'1 kilo et qui a versé un tiers, reverser un tiers du kilo de sel, ça veut dire que le potage va être au minimum 2 fois plus salé. Hein. Donc on est obligé à ce moment-là déjà de refaire la même quantité. Ce n'est pas toujours possible au dernier moment. Hein. Donc le mieux c'est de ne pas trop saler, c'est de ne pas trop saler et alors à ce moment-là on
on a facile à rectifier en plus. Mais Et l'inverse est toujours très difficile. vérifier surtout que le couvercle de la salière est bien fermé, parce que c'est une blague typique du 1er avril, d'aller dévisser la salière, et hop, Oui, maintenant, généralement tu mets directement dans la soupe, et poum, tu as le couvercle qui tombe avec, et tu as tout le contenu qui sort. oui, il faut savoir enfin, sauf les ménagères, mais les personnes non professionnelles, on ne sale pas à partir d'une salière, on sale à partir d'une boîte à sel ou d'un paquet de sel, mais on ne sale pas à Voilà. partir d'une salière et on prend le sel en main. Alors, quand je vous disais qu'il y avait un mouillement d'une 15 à 17 litres d'eau pour les quantités industrielles et qu'on mettait 150 grammes de sel, vous vous apercevrez que ça fait l'équivalent de 10 grammes de sel au kilo, au litre en tout cas, hein, Ah au oui. litre de mouillement. Hein. Donc, le potage a été passé, le potage a été mis à la bonne consistance. Anciennement, on faisait dépouiller, c'est-à-dire qu'on faisait recuire très légèrement un potage qu'on venait de remouiller. Pourquoi ? Parce que ça permettait, comme on ajoutait de l'eau qui n'avait pas été stérilisée, ça permettait d'unifier le potage, hein, donc vraiment de l'homogénéiser d'une part. On réécumait encore une fois le potage à ce moment-là, et on avait un potage qui était prêt à être utilisé. Alors, on va mettre la garniture. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous pouvez garder l'équivalent d'à peu près un cinquième d'oignon. Vous pouvez les ajouter à ce moment-là. Donc, ce sont des oignons qui auront été revenus à la matière grasse. Vous pouvez les recolorer très très légèrement si vous voulez pour leur donner une petite couleur un peu dorée, de manière à ce qu'ils accentuent le goût du potage, et vous les mettez dans le potage avant d'envoyer. Alors maintenant, j'avais dit qu'il y avait une garniture encore en plus dans le potage. Qu'est-ce qu'on sert avec le potage lyonnais ? Eh bien, on sert des croûtons de pain. Hein, alors les croûtons, je rappelle, ce sont des tranches de pain ordinaires, de pain blanc, qu'on a écrouté et qu'on a taillé en petits cubes, qu'on fait frire soit à la poêle dans de la matière grasse, mais moi j'ai une grosse préférence, c'est pour les faire frire en pleine friteuse à l'huile ou au beurre clarifié, puisque comme vous le savez, j'utilise du beurre clarifié dans ma friteuse pour faire les frites également. Ceux qui ont écouté l'épisode 1 le savent, tu as expliqué comment faire des croûtons frits et du persil frit. Voilà. Justement dans les bonus de l'épisode 1. Et on a à ce moment-là le gros avantage, c'est d'avoir des croûtons qui sont faits très 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 rapidement, qui ne brûlent pas à condition bien entendu de les surveiller, mais qui sont surtout de couleur et de cuisson parfaitement homogènes, contrairement à la poêle. Et reste bien croustillant. Contrairement à la poêle où si on ne mélange pas tout le temps, eh bien on a des croûtons qui sont bruns, parfois voire noirs d'un côté et qui ne sont absolument pas colorés de l'autre. Pour moi, je ne fais plus jamais de croûtons à la poêle. Je les fais toujours à la friteuse. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus beau. Alors, il y a également du fromage râpé qui est servi avec ce potage à part. Donc, on met le fromage râpé et les croûtons à part dans des bols. Fromage râpé de type comté, de type Emmental. Donc, un fromage qui va fondre et faire de tout grands fils une fois qu'il est fondu. Alors, un potage lyonnais se sert toujours brûlant. Petite remarque au niveau de l'assaisonnement. Vous pouvez le poivrer. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours qu'on ne poivre pas des potages. Alors, on ne poivre pas un potage qui contient en fait du verre de poireau. Pourquoi ? Parce que le verre de poireau, il est piquant. Donc, on ne le poivre pas. Par contre, un potage qui n'en contient pas, le potage lyonnais ne contient pas de verre de poireau. Un potage à la tomate ne contient pas de verre de poireau. Un potage de type potage Crécy ne contient pas de verre de poireau. Ces potages-là peuvent très bien se poivrer parce qu'il leur manque un petit peu de piquant. Oui, mais il contient de l'oignon. Le poireau et l'oignon, c'est quand même la même famille, non ? Oui, mais c'est surtout le vert du poireau qui est piquant. Le blanc de poireau est beaucoup plus doux. Et l'oignon, bien, même s'il est piquant quand il est cru, généralement n'est pas piquant quand il est cuit. Hein. En effet. Alors, à propos, vous parlez de piquant des oignons. J'ai connu une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans les cuisines, jadis, quand on devait éplucher des oignons, tout le monde pleurait. Hein. Oui. Les oignons étaient des oignons piquants. Il y avait donc du soufre qui se dégageait dès qu'on entamait l'oignon. Alors, on disait qu'il y a toute une série de trucs. Hein. Bien sûr, il fallait mettre des lunettes, fallait passer l'oignon sous l'eau quand on le coupait. Ça entraînait évidemment le jus de l'oignon dans l'eau, donc elle ne faisait pas un gaz piquant. C'était également de tenir des allumettes, le côté soufré ou phosphoré dans la bouche, bien sûr, à l'extérieur, et soi-disant que le phosphore de l'allumette allait capter le soufre de l'oignon, bon, etc. En fait, il fallait pleurer, c'était la règle. Et quand on utilisait des oignons pour faire de la charcuterie, par exemple, les bouchers à ce moment-là, ils faisaient d'ailleurs toujours actuellement leur oignon pour mettre dans le boudin rouge, dans le boudin au sang. C'était des oignons extrêmement piquants et on les faisait revenir dans du saindoux. On avait ce piquant de l'oignon et ce goût typique de l'oignon de l'époque. Hein.
qui se répandait dans toute la cuisine et qui prenait dans les vêtements. On savait qu'on avait utilisé de l'oignon. Bon, maintenant, il y a certainement eu des efforts au niveau de l'industrie agroalimentaire. Il n'y a plus aucun oignon qui pique. Je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps. Si. On peut éplucher Les oignons bio. Ah oui, les oignons, peut-être certaines variétés bio. Mais en gros, maintenant, les oignons sont des oignons doux. On peut éplucher 1 kilo d'oignons. Il n'y a plus une larme qui sort parce que les oignons ne piquent plus. Hein. Ça a été banni des cuisines. Mais en effet, je me suis rendu compte que les oignons bon marché, ceux qui sont en filet comme ça, maintenant quand je les coupe, ça fait beaucoup moins mal aux yeux. J'avais entendu dire que c'était justement des vapeurs d'acide sulfurique. En tout cas, Tout à fait. Ça, au contact de l'eau qu'il y a sur les yeux, des larmes, donc Exactement. la pellicule mouillée des yeux, ça fait de l'acide sulfurique et c'est ça qui pique en fait. Mais pourquoi ça pique pas alors du coup dans la bouche? Ben, ça ne pique pas dans la bouche parce que généralement on ferme la bouche quand on travaille, donc les vapeurs d'oignon n'avaient pas beaucoup de chance d'entrer dans la bouche, très peu en tout cas. Oui, et puis la salive n'a pas la même. Les yeux sont quand même beaucoup plus sensibles. Oui. Qu'autre chose à ce niveau-là. Hein. La salive n'a pas la même composition chimique non plus. J'avais une question avant de partir. Pourquoi est-ce qu'on associe toujours du fromage avec des soupes à l'oignon ou des potages à l'oignon? Ah, ben pourquoi? Parce que c'était à l'origine un repas complet, un repas nourrissant. Hein. Ah. Vous avez un potage qui ne contient pas de protéines, ou en tout cas très peu. Bon, il y a un petit peu de protéines dans les oignons, dans les pommes de terre, mais enfin c'est anecdotique. Et à une époque, eh bien, la viande était rare, donc qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait du fromage et on avait un repas complet. Pourquoi? Parce que les soupes étaient souvent des repas en tant que tels qui étaient pris le soir. Oui. Donc le fait de prendre, c'était le souper et c'était donc le plat le plat unique du repas du soir. Et le fait d'adjoindre des protéines sous forme de fromage faisait que ça devenait un repas complet. Alors petite remarque, je ne l'ai pas dit, mais ça pourrait être une variante qui n'est pas la variante classique, mais vous voulez enrichir encore davantage votre soupe ou votre potage lyonnais avec des protéines, vous pouvez très bien ajouter des lardons salés ou des lardons fumés que vous avez fait rissoler. Hein. Sauf si vous êtes vegan. Sauf si vous êtes vegan. À ce moment-là, vous devez faire ça avec des lardons, je dirais, végétalisés. Hein. Mais si vous n'êtes pas vegan, c'est une très bonne alternative que de faire revenir quelques lardons par la suite. Et vous ajoutez, à ce moment-là, vous faites ça en même temps. Hein. La partie d'oignon que vous avez prise dès le départ, de manière à en faire la garniture, eh bien, vous l'ajoutez dans les lardons que vous avez fait rissoler. Vous faites revenir les oignons en même temps et les oignons vont prendre le goût des lardons salés ou des lardons fumés que vous allez ajouter dans le potage au dernier moment et ça va vous donner un très très bon résultat. Maintenant, ce n'est plus un potage lyonnais, hein, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un potage aux oignons et aux lardons, mais ça peut être un très très beau substitut de repas pour changer une fois des spaghettis ou pour changer des croque-monsieur. Hein. Ok, super. En tout cas, c'est un bon potage de fin d'hiver, fin de carême aussi. Oui, tout à fait. Un bon potage pour le régime. Oui, maintenant, attention, si on met des lardons, ce n'est pas censé être dans le carême, hein, ça. Oui, non, c'est vrai. Je parle du potage lyonnais. Voilà. C'est ça tout? Ce sera tout, en tout cas pour le potage lyonnais, c'est tout pour aujourd'hui. Ben voilà, merci en tout cas de nous avoir écoutés. On va vous laisser reprendre votre activité normale. Avant de partir, je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on m'a fait remarquer que dans un des épisodes précédents, j'avais clamé que nous n'étions pas des professionnels sans spécialement préciser que ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas des professionnels du podcast, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels de la radio, du micro. Par contre, on est un petit peu des professionnels quand même de la cuisine. C'était ça surtout qu'on essaie de dire. Ah, là, il n'y a pas de problème. Voilà. On ne dément pas là par Ça ne contre. nous empêche pas justement de dire bienvenue à tous les nouveaux podcasts de cuisine qui sont en train d'apparaître en francophonie, que je vous invite à découvrir. J'ai vu que sur un blog de cuisine qui s'appelle cuisinefacile.biz, on a mentionné notre podcast en même temps que d'autres podcasts de cuisine. Donc apparemment c'est une liste qui vient d'être faite par ce podcasteur, de ce blogueur, qui fait la liste des podcasts indépendants et puis les podcasts de radio à la demande en fait. Et je me rends compte qu'il a fait pas mal de radios. Chaque chaîne de radio francophone, que ça soit la radio suisse, belge, française, comme ça, est disponible en podcast. Avec l'inconvénient, c'est que eux, généralement, ils mettent leur programme pendant un temps bien déterminé et au bout de quelques mois, ils l'enlèvent. Alors que les podcasteurs indépendants, généralement, ils le laissent pour la vie. Vous pouvez encore aller écouter nos premiers épisodes et je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui le font. Tu sais que l'épisode 0 dans lequel on s'est présenté fait partie des plus populaires de tous nos épisodes. Ça veut dire que nous avons de nouveaux auditeurs en permanence et c'est très bien. Oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une question à poser à Guy, donc je rappelle que Guy, c'était un ancien professeur d'école hôtelière
Un professeur d'école hôtelière aussi. Et après j'ai été responsable quand même. Hein. Oui, tu supervisais les professeurs. Tu disais aux professeurs ce qu'ils devaient faire. Oui, bon, pas exactement Voilà. comme ça, mais enfin, j'étais responsable des sections d'un point de vue de toute la logistique, évidemment. Et s'il y a une particularité qui caractérise Guy, c'est qu'il adore résoudre les problèmes qui sont d'apparence insolvables. Bon, insoluble peut-être. Voilà, c'est l'Hercule Poirot de la cuisine, si je puis dire. Oh là. Et donc, si vous avez une question en cuisine, vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous avez une recette que vous n'avez jamais réussi à faire, ou vous avez même une question la plus simple qui soit, vous pouvez nous l'envoyer. L'email, c'est question@parlercuisine.com. Question, Q-E-S-T-I-O-N, @parlercuisine.com, P-A-R-L-E-R-C-U-I-S-I-N-E.com. Vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook, sur le compte Twitter, et vous pouvez nous rentrer en contact comme ça. Alors, si vous voulez soutenir ce podcast et le rendre périn, je vous invite à vous abonner à travers notre page Tipeee. Nous avons déjà quelques abonnés, je les remercie beaucoup s'ils ont un message. D'ailleurs, on nous a laissé un message là, on nous a demandé, un de nos abonnés a demandé si on pouvait parler des abats, parce qu'il paraît qu'on n'a pas encore parlé assez d'abats. Mais il n'y a aucun problème, on va pouvoir en parler. Voilà. Et puis, déjà, d'avance, merci à tous ceux qui ont fait ces démarches-là. Et puis, je vous invite à aller voir toutes les notes de cet épisode sur le site parlercuisine.com. On est en train de le refaire et il risque d'être un peu plus facile et agréable à manier. En tout cas, il y a toutes les notes des épisodes précédents, toute la recette du jour, et puis toute une série de ressources qui sont très intéressantes pour ceux qui aiment la cuisine. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vois qu'on approche de Pâques. Est-ce qu'on va sonner les cloches aux gens? Ah, ben on verra bien à l'époque. Oui, ou alors on va les envoyer se faire cuire un œuf. Vous verrez bien. On l'a pas encore enregistré, en tout cas c'est dans le calendrier. On va voir comment ça va s'annoncer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.